Bienvenue dans Au-delà des performances, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et dirigeants pour parler sans filtre de leur réalité au quotidien. Je suis Carole Messonnier, naturopathe, et dans chaque épisode, je vous invite à découvrir des parcours de femmes et d'hommes engagés à travers des échanges vrais, humains, autour des difficultés qu'ils ont rencontrées et de la manière dont ils ont trouvé leur propre équilibre à leur façon. Un nouvel épisode vous attend tous les 15 jours et si ces conversations vous plaisent, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles pour soutenir le podcast. Aujourd'hui, je reçois Déborah qui est Love Coach. Dans cet épisode, on revient sur son lancement en France avec un rythme très soutenu entre les remplacements infirmiers, les coachings et la création de contenu, puis sur son voyage à Bali qui lui a permis de poser un nouveau rythme plus aligné avec ses besoins et de remettre sa santé au cœur de ses priorités. On évoque aussi le rapport à la visibilité, s'exposer, assumer sa voix, faire face aux critiques, aux plagiats et continuer à avancer malgré tout. Et puis on parle de liberté, de plaisir, mais aussi de doute, d'anxiété et de tout ce que ça remue en coulisses quand on quitte la sécurité pour construire une vie plus libre à sa façon. Bonne écoute! Hello Déborah! Bonjour Carole! Bienvenue dans le podcast! Merci beaucoup, je suis ravie que tu m'aies invitée. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer cet épisode? Ça marche. Alors, je m'appelle Déborah, je suis love coach, j'accompagne principalement les femmes, mais j'ai 20% d'hommes dans leurs relations amoureuses. Donc ça peut être du détachement, ça peut être de la dépendance affective, trouver quelqu'un, ne pas perdre de temps en dating avec des trolls. Ou des trollettes si c'est un mec. Et aussi comment garder une relation sur le long terme en gardant un beau lien et une belle connexion. Et sans être acquise, bien évidemment. Du coup, là, tu rentres tout juste de Bali. Comment tu te sens à ce retour en France? Un peu jet-laguée. Oui, parce que Déborah est arrivée littéralement hier. Oui, c'est hier que tu es arrivée en France ou avant-hier? Je suis arrivée hier en France, Ouais. ouais. Ouais, mais j'ai les WomenCon qui arrivent ce week-end, donc je suis ravie de ce retour. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu difficile. Mais bon, c'est pas grave. Je suis ravie d'être ici aussi. Il fait beau, on est en plein été, je vais voir mes proches. Avant de partir à Bali, tu avais un rythme quand même assez intense au niveau boulot. Tu peux nous dire un petit peu le contexte, comment ça se passait pour toi? Alors, si on doit reprendre du début, en réalité, j'ai commencé le love coaching en Australie. Et j'étais avant infirmière. Et pour pouvoir rester en Australie, ils m'ont demandé pour avoir le visa de passer en 40 heures à l'hôpital. Et donc ça voulait dire arrêter le love coaching et j'avais vraiment trouvé ma voie. C'était la première fois où je faisais un travail dans lequel j'étais à ce point alignée. Et ça a été une difficile décision et finalement, mon copain et moi, on a décidé de retourner en Europe en se disant, on retourne en Europe, on monte nos business respectifs en ligne parce qu'il a ses choses de son côté. On se laisse le temps là et comme ça, tu vas pouvoir aussi travailler en tant qu'infirmière libérale en France pour un boulot alimentaire parce que on a tous besoin d'un toit et de manger. Donc retour en France, j'avoue que ça n'a pas été évident pour moi. L'Australie, c'était mon rêve de petite fille. Donc je me suis remise en tant qu'infirmière libérale, j'ai trouvé des cabinets et j'ai commencé le love coaching. Donc j'ai commencé mon compte Instagram en ligne. Je crois que c'était fin août, début septembre, ça fait presque un an, bientôt un an. Bientôt l'anniversaire. Ouais, bientôt. Et du coup, le rythme a été assez effréné parce que quand on part de zéro, poster tous les jours, apprendre à faire du contenu, ça prend du temps et d'autant plus au début parce qu'on ne sait pas s'y prendre. On tâtonne, ouais. Voilà, et puis même CapCut, tout ce genre de logiciel, moi j'étais pas du tout informatique, je le suis toujours très peu. Je sais juste monter des vidéos, on va dire. Mais ouais, ça a été assez intense et il y a vraiment des journées où je me suis retrouvée à me réveiller avant mon poste du matin d'infirmière, donc plutôt que 6 heures pour créer mes posts, je rentrais entre midi, je continuais la création de contenu. Et le soir, c'était dédié au coaching. Et en plus, vu que les filles ont un accès quotidien, des fois, ça m'arrivait de faire un patient, de répondre aux messages sur le trajet entre deux patients. Et ça a été très sport. Ça a été très, très sport, ouais. Ouais, c'est vrai que parce que nous, on se connaît du coup depuis à peu près 1 an aussi. On va fêter notre anniversaire d'amitié également. Voilà, happy birthday. Mais c'est vrai que moi, vraiment, tu m'impressionnais par la charge de travail que tu étais capable d'enquiller, que ce soit côté pro, enfin côté infirmier ou côté réseaux sociaux et love coaching. Vraiment, franchement, bravo parce que c'est impressionnant.
tout ce que tu as été capable de mettre en place et d'assumer, sur cette période-là, quoi. Merci, merci. J'avais la, j'avais la rage de réussir, en fait. Je m'étais dit: «Je sais que les réseaux sociaux, c'est dur, je ne lâche rien pendant 2 ans et si pendant 2 ans, tu dois faire une vidéo par jour où tu as 0 like et ben, c'est pas grave, tu continues». Et en fait, il y avait pas de plan B. C'est-à-dire, j'ai besoin, de faire un métier qui me plaît. Mmh. Je veux être love coach. Je ne lâcherai pas l'affaire. Alors, si ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Donc, je me remettais constamment en question pour essayer de trouver le bon chemin, ce qui fonctionnait. Je me suis rendue un petit peu, obsessive avec l'algorithme parce que j'allais même jusqu'à voir, où je perdais l'attention sur mes vidéos pour voir si ce que je disais était ennuyeux, pour pouvoir le changer, voir ce qui plaisait aux gens, et comment je pouvais m'en sortir, quoi. Tu Donc avais une c'était, vraie analyse, de tes pratiques au final, sur les réseaux sociaux pour comprendre qu'est-ce qui fonctionnait mais tu allais creuser un peu, quoi. Tu t'arrêtais pas à juste, bon, bah, ce post il a pas marché, tu allais vraiment voir, au plus loin, ouais, quel a c'est été le ça, déclencheur du décrochage, quoi. complètement. C'est Mmh. exactement ça, pas juste, voilà, le nombre de likes et cetera. Voir ce que les personnes commandent, voir ce qui les touche, voir ce qui les aide aussi et puis comment parler à ta cible, quoi. Donc ouais, c'était intense. Après, j'ai eu la chance aussi, avec mon copain d'être dans la même période, c'est-à-dire que lui, il développe son application en ligne, et ça a été vraiment un atout parce que du coup, on bossait, bah, des fois le soir ensemble jusqu'à Ouais. 23h et il y en avait pas un qui se sentait lésé, Mmh. en fait, de se dire: «Bon, ben, elle est dans son projet et moi je ne compte plus». Alors, bien sûr, hein, même si j'avais pas eu ce projet, je l'aurais soutenu quoi qu'il arrive, mais ça a été quand même, un aspect, ça rend les choses plus faciles, vraiment. Et comment tu l'as, parce qu'au final ça a été quand même, avec succès tous ces efforts-là? Parce qu'aujourd'hui ton compte, il compte, combien? Plus de 20 000 abonnés? 25 000 25 maintenant? 000 Ouais. abonnés et en 1 an, enfin, c'est quand même, incroyable, tu vois, comment ça s'est développé. Comment tu l'as vécu ça a impacté ton quotidien? Tu senti des changements, ou dans ta posture ou dans ta vie par rapport à cette nouvelle communauté qui s'était créée autour de toi? Alors, tout l'hiver, je me suis pas vraiment rendu compte parce que c'était un chiffre qui me montait et je me dis: «Bon, ben, c'est bien, c'est que ça plaît, c'est que ça parle aux gens», donc j'étais vraiment contente et c'est plus l'été quand je me suis mise à sortir et que j'allais dans différents groupes de filles où les filles me disaient: «Mais, je t'ai déjà vu quelque part» Mmh. ou «Je te connais». Et là, je me suis rendu compte, en fait, de l'impact que ça avait, parce que, pour le coup, ben, j'étais derrière mon téléphone, derrière mon ordinateur en train de coacher et d'écrire et c'est vraiment, voilà, quand je me suis un peu remis à sortir au printemps, que je me suis rendu compte de l'ampleur que ça avait pris. Enfin, l'ampleur, c'est 25 000, c'est pas non plus un très gros compte, mais ça a Ouais, bien quand pris même, aussi. quoi, ouais. Donc mais ça m'a fait super plaisir en réalité d'être reconnue pour quelque chose que tu aimes faire et qu'on te dise: «Ah ben, tes posts m'aident» ou ça me ça me fait me sentir, mieux. Je culpabilise moins ou je me sens pas seule, parce qu'on est toutes, on a toutes traversé des histoires d'amour difficiles et on s'est toutes fait briser le cœur et voilà. Donc non, vraiment je suis ravie, ça m'a encore plus motivée et je me dis que, ben, voilà, j'étais vraiment sur la bonne voie et je me souviens, il y a 1 an de ça, avant que je me lance sur les réseaux, j'avais dit à mon copain: «Écoute, je sens que ça va marcher, je sens que c'est pour moi, tu vas voir, ça va marcher, je sais pas encore comment, mais je le sentais» Mmh. et je pense qu'on sait quand on est dans le bon chemin. On sait quand, il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc voilà. Tout à l'heure, tu as parlé de la rage d'y arriver, elle vient d'où cette rage? Ouf, passé un peu compliqué. Bon, moi, mon papa m'a abandonnée quand j'étais petite. J'ai pas eu une vie assez facile. J'ai été placée de 6 à 12 ans dans une autre famille. Ma maman, s'est quand même battue, toujours financièrement. J'ai été infirmière parce que, ben, j'aimais bien le contact, parce que je me voyais pas rester au début devant un ordinateur, c'était pas possible pour moi, j'avais trop la bougeotte et surtout parce que ça m'aurait donné un job stable et safe, et un avenir, beaucoup plus sûr que ce que j'aurais pu avoir Mmh. et je pense que j'avais eu beaucoup de choses à prouver, étant jeune. L'estime de soi vient du papa, bien souvent et je me sentais toujours un petit peu,
j'avais toujours besoin un petit peu de validation ou d'être parfaite ou que les choses fonctionnent et cetera. Et là, c'était la première fois que le love coaching, je faisais quelque chose vraiment complètement pour moi, pour lequel j'aurais aucune sécurité. Je suis allée contre ma famille. C'est pas qu'ils étaient contre, mais Ils t'ont pas soutenu. ils avaient peur. Mmh. En fait, ils avaient peur et même la veille, du jour où j'ai passé le second diplôme de love coaching, j'ai un membre de ma famille qui me dit, «Mais tu crois vraiment qu'un truc comme ça va marcher?» alors que c'est quelqu'un de très intelligent. Mais en fait, je pense qu'il a fait tellement transparaître ses peurs de se dire: «Mais mon Dieu, où elle va?» Surtout que je revenais d'Australie. Je leur dis: «Ben voilà, je vais être love coach, sur Instagram». Donc que je leur dise ça ou que que je leur dise que j'allais devenir, une superstar au Canada, c'était C'est pareil. pareil, quoi. Et puis surtout qu'ils ont des boulots, voilà, ils sont, médecins ou, comptables, c'est très cartésien. Donc c'était un peu compliqué et je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, tu pas, c'est leur vision des choses» et en ayant voyagé comme ça aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres, Possibilité. et manières de faire. Mmh. Le love coaching sur tout ce qui est États-Unis, Australie, c'est quand même beaucoup plus développé. Et aussi de bosser en ligne. Donc quand on a voyagé, qu'on a vu, tellement de personnes, monter leur entreprise, être digital nomades et c'était une vie qui me parlait énormément. Après c'est vrai, j'avais un boulot au Luxembourg, qui était très bien payé, où j'avais une stabilité et c'était une stabilité, que j'avais, qui m'a c'est qui m'a apporté énormément, mais en même temps, c'était une petite prison dorée. Mmh. Donc c'est vrai que ça a été difficile de quitter ça et j'ai vraiment eu besoin de me sentir, plus du tout alignée dans cette vie pour avoir le courage de quitter tout ça. Mais quand finalement après on part à l'étranger, qu'on voit à quel point les choses se font différemment, on a une vision des choses qui change et c'est vraiment intéressant. Alors des fois, c'est sûr que je rentre en France et je me sens un petit peu comme un ovni quand je leur dis mes idées. Voilà, là j'étais à Bali, j'étais entourée de personnes qui étaient auto-entrepreneurs, qui était coach pour, l'anxiété, naturopathe, en médecine chinoise et donc du coup, dès que tu as une idée et vu que ça a marché pour eux, forcément, ils te disent: «Ah ben, c'est génial et cetera, Mmh. continue» et puis quand tu reviens en France, ben, il y a l'appréhension de ta famille qui se dit: «Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Mais tu ferais mieux d'être fonctionnaire et comment tu vas faire pour ta retraite?» Je crois qu'on est tous soumis aux mêmes inquiétudes, de C'est la ça, part de l'entourage. c'est ça. Donc voilà, là, c'était vraiment la chose que je faisais pour moi et pour lequel alors je veux pas dire ça pour me «la péter» entre Ouais. guillemets, j'étais naturellement douée. C'est-à-dire que, de savoir si un mec, ment, ou pas. Mmh. Ça a été très facile, j'ai vu mon père mentir, depuis toute petite, donc ça me saute directement aux yeux. Ouais. Aider les femmes à gagner en estime d'elles-mêmes, c'est quelque chose aussi que je fais très naturellement et que j'adore faire. Hem, en love coaching, on a appris que tout le monde avait une merveille en soi et quand on fait émerger cette merveille, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui me nourrit énormément et même si, bon, voilà, j'allais un peu contre tout le monde, c'était pas grave, je savais que c'était la bonne route. Mmh. Mais après, c'était vraiment fait avec bienveillance. Par exemple, ma meilleure amie, elle m'avait dit, «Heu, garde quand même ton boulot d'infirmière, teste, mais quoi qu'il arrive, tu as quand même ton boulot d'infirmière». Donc en fait, elle avait très envie. On sait aussi que les places sont chères Ouais. et qu'effectivement, on n'arrive pas tous à être coach en ligne comme on le voudrait. Et donc du coup, elle essayait de me pousser, mais je sentais qu'il y avait ce truc de garde un filet de sécurité au cas où, parce que j'ai pas envie de te voir tomber. Mmh. Donc heu, donc voilà. Et après, j'avoue aussi que, ben, ça m'a beaucoup aidée d'être infirmière à côté, d'être infirmière libérale, de choisir aussi, ben, quand je pouvais travailler ou pas. Ouais. Ça Un bon c'était dur, compromis, mais ouais. c'était un bon compromis. Mmh. Et de toute façon, on n'a rien sans rien, donc si on veut quelque chose, il faut se battre pour l'avoir et c'est ce que je disais en plus dans ma story d'hier. Tu veux une bonne relation, il faut la travailler. Tu veux rencontrer quelqu'un, personne va venir toquer à ta porte. Mmh. Voilà, tu veux te détacher de quelqu'un, ben oui, effectivement, il va falloir faire l'effort de ne plus checker les réseaux sociaux. Bon, il y a des techniques bien évidemment, mais tout part,
tout part d'un effort quoi qu'il arrive donc je ne peux pas en plus transmettre ça sans le faire pour moi-même quoi. Parce que je dis: «Mais pas ce que je fais». C'était pas très vendeur pour le coup. Exactement. Voilà. Du coup, ton changement de rythme, parce que là, tu as passé quelques mois à Bali. Comment tu l'as vécu cette transition, du coup, de très intense, boulot d'infirmière, réseaux sociaux et cetera, à d'un coup, je pars à l'autre bout du monde dans un cadre complètement différent. Il s'est passé quoi à ce moment-là pour toi? J'ai l'impression d'avoir fait 2 mois de vacances même si je travaillais. Mmh. C'est-à-dire que, alors j'avais pris un petit peu moins de coachés parce que je suis en train de créer une formule, mais en gros, je faisais ce que j'aimais et même quand je voulais prendre un jour off, en fait, j'étais là en train de me dire: «Ah, mais ça, ce serait parfait, pour la formule. Ah, mais je vais ajouter ça pour, la régulation émotionnelle, cette idée-là pour le détachement. Parfait». Et en Tu fait, je hyper finissais inspirée. ouais, voilà et on se rend compte que, enfin, moi, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais c'est quand on a du temps de libre Mmh. que les idées viennent, Je suis viennent le d'accord. plus. Ça m'arrivait bien souvent quand j'étais en France, quand je faisais du sport. Quand j'allais au sport et que je me mettais à courir sur le tapis, moi, en fait, j'arrêtais le tapis parce que j'avais trop d'idées et je et je continuais à écrire mes idées sur Notion de ce que j'allais implémenter. Et là, du coup, ben, arrivant à Bali et en ayant plus de temps pour moi, plus de temps de repos, la créativité, ouais, ça s'est complètement décuplé. Mmh. Voilà, je mets tout ça dans cette formule qui, sortira, je pense, fin août, début septembre, si tout se passe bien. Tu commences à me teaser, Voilà, j'en profite un petit peu. Voilà, pour que les filles aient le maximum de valeur pour qu'elles puissent réussir, dans leur vie dans leur vie, pardon, relationnelle et dans leur vie amoureuse. Mmh. Et au niveau de tes habitudes de vie, de ton rythme de vie, qu'est-ce qui a changé à Bali? J'ai vraiment pu reprendre le sport. Ça m'a fait énormément de bien parce que c'est vrai que, ben, en essayant de gérer et infirmière et coach, j'ai mis de côté ma santé mentale et ma santé physique. Mmh. Donc j'essayais d'aller au sport, mais même j'avais plus la même motivation et en plus ça m'a fait très bizarre de revenir, à un pays où il faisait, froid, où c'était l'hiver, où il faisait gris et honnêtement oui, je suis désolée de dire ça, mais ça a eu un impact sur mon moral. Et Donc encore, c'est tu étais dans le sud. ouais, mais il a plu beaucoup dans le sud, Ouais, c'est vrai, hein, cette année-là c'est vrai. et puis, même, mon chéri me disait: «Viens, on sort» et je regardais dehors, je voyais la pluie, je disais: «Mais non, c'est pas possible, il fait trop froid». Donc, ouais, j'ai quand même mis ça de côté. Après, ben, c'est pas grave, il faut ce qu'il faut et là, en arrivant à Bali, je me suis vraiment recentrée. Donc du coup, c'était vraiment mon coaching Mmh. et moi à côté et après, comme toute relation, plus tu te sens bien, plus, tu es apte à donner. Que ce soit, ben, à tes coachés ou dans ta relation amoureuse et finalement, c'est là où il y a vraiment un cercle vertueux. Donc je vais faire du sport, je prends soin de moi, je le partage. Heu, je vais faire de la danse, ça m'aide énormément pour tout ce qui est féminité. Je le partage, ça se ressent aussi et ça fait vraiment du bien. Ça fait Mmh. vraiment, vraiment du bien et là donc du coup maintenant je suis coach à plein temps donc je vais continuer sur cette voie-là, en essayant de trouver le moyen de pouvoir faire le sport que je veux un petit peu partout parce que vu qu'on a la bougeotte, on n'est jamais, très longtemps au même endroit. Donc voilà. La féminité, et le fait de connecter à sa sensualité, tout ça, j'ai l'impression que c'est un sujet qui, en ce moment, te parle beaucoup et que tu as vraiment, enfin, envie de creuser. Mmh. Ça passe par quoi, du coup, pour toi, aujourd'hui? C'est quoi qui t'aide à connecter à cette féminité? Déjà d'être connecté à son cycle, c'est quelque chose qui commence à beaucoup émerger en ce moment, mais on est encore bien trop dans une société d'hommes où, ben, travailler, tous les jours, de 8 à 17 heures, ça leur convient vraiment à eux. Mmh. Mais nous, en fonction de notre cycle, on est complètement différentes. Moi, personnellement, quand je rentre en période, il y a une journée où je suis vraiment, KO Ouais. et si je ne me repose pas, les douleurs s'intensifient. Donc je suis ce cycle. Il y a des moments où je suis plus concentrée, donc je vais être plus à même de pouvoir écrire, créer des formules. Il y a des moments où j'ai plus d'énergie et du coup, je vais essayer de, ben, hem, faire mes vidéos, filmer, à ce moment-là parce que je sais que j'ai plus d'énergie. Donc ça passe par là, ça passe par le fait aussi pour moi d'accepter d'être une femme, d'accepter d'avoir envie d'être jolie, de vouloir porter des mini-jupes, de vouloir être belle, de vouloir se sentir sensuelle, que ce soit pour pour soi-même avant tout, pour son chéri, mais avant tout pour soi-même et ça, c'est important et je trouve que
on associe trop l'envie de prendre soin de soi d'une femme au fait qu'elle ait envie de plaire à quelqu'un d'autre, Mmh. alors qu'en fait la première chose pour laquelle on fait ça souvent, c'est pour nous-mêmes et je pense en réalité que les filles sont tout au désolée, je viens de sortir de l'avion donc j'ai un peu de mal à parler des fois. Je trouve qu'on se fait tout aussi belle en sortant entre copines, plutôt qu'en sortant avec son chéri, quoi. Mmh. Et voilà, il y a plein de choses comme ça pour moi qui sont importantes et d'accepter vraiment, d'avoir le choix. C'est-à-dire que, on te dit: «Ah bah, maintenant c'est 50-50, tu peux travailler et cetera». Oui, mais si toi ton choix et ta féminité c'est, heu, ça me fait plaisir d'être à la maison, de gérer mon foyer, d'y apporter de l'amour, ou de m'occuper de mes enfants et qu'il y en a d'autres qui te dit: «Bah, moi j'ai pas spécialement envie d'enfants, j'ai envie d'être une working girl», c'est très bien, on a les 2. Mmh. Il y a pas de case pré-remplie, Voilà, c'est laisser l'opportunité du choix mmh. et surtout de s'écouter parce qu'on a appris à ne pas s'écouter dans cette société. Combien de fois on a entendu aux jeunes filles on a dit aux jeunes filles, on me l'a dit à moi-même, hein, «Oui, ben, tu as très mal pendant quand tu as tes règles, c'est normal, en fait» Mmh. et il y a rien de normal à ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse normalisation, de la douleur, notamment chez les femmes et notamment au niveau, du cycle et cetera. Et alors que non, effectivement, s'il y a des douleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et il y a des solutions pour au moins, en tout cas, apaiser. On peut pas promettre, que tout le monde puisse, ne plus en ressentir du tout. Mais c'est important de dénormaliser effectivement, Mmh. ces douleurs, ces contraintes. Surtout qu'il y a vraiment, ce truc où, surtout quand tu es dans un emploi salarié ou quand tu travailles en équipe et cetera, donc quand on a nos règles, on doit vraiment, on a un peu ce poker face quoi, ça doit pas se savoir, on souffre, ben, on doit garder quand même, la face, la façade et cetera et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué et qui peut-être commence un petit peu à se libérer, mais je suis en équipe, tout ça, vraiment en entreprise, je suis pas sûre tant que ça, quoi et ça, c'est, Il y a ben encore du chemin et du ouais. boulot, ouais, complètement. Ouais, ouais et c'est vrai qu'au niveau des cycles, c'est intéressant de parler du changement d'énergie en fonction de la phase dans laquelle on est. Moi, j'aime bien souvent, alors on l'entend régulièrement, mais l'image des 4 saisons sur le cycle, des règles quoi, où les règles, bah, ça va plutôt être l'hiver, ça va être un moment où on va être un peu plus fatigué, on va avoir besoin souvent un peu plus de cocooning, d'être chez soi, d'être tranquille, d'être posé. Ensuite, il va y avoir le printemps, la phase juste après les règles où là, on commence à retrouver un peu de créativité, d'énergie, d'envie de sortir. Au niveau de l'ovulation, là, c'est l'été, là, on a envie de fêtes, de contact social, voilà, c'est là où on est un peu au plus haut niveau de l'énergie et après, en en phase, bah, juste avant les règles, plutôt, prémenstruelles, on va redescendre façon automne pour, voilà. Il y a un peu ce cycle Mmh. des fois qui se fait et c'est intéressant effectivement de connecter et d'aller se poser les questions, et d'aller voir s'il y a une certaine, régularité qui se fait. Tiens, je suis irritable, à quel moment du mois c'est? Est-ce que j'ai l'impression que ça se répète à chaque période? Tiens, là, je sens que j'ai envie de faire, toute cette semaine, je me suis planifié des sorties tous les soirs, j'ai la pêche. Est-ce que sur les mois qui suivent, j'ai l'impression qu'il y a voilà, d'aller noter, d'être attentif un petit peu à ça, parce que c'est vraiment un moyen de mieux se connaître, mieux comprendre comment on fonctionne et pouvoir vivre, vraiment, de manière qui marche pour nous, quoi et voilà, ça c'est un C'est bon conseil, c'est important de prendre ce temps pour vraiment apprendre à se connaître. exactement, ouais, bah, c'est exactement ça l'entrepreneuriat, ça aide énormément parce que Mmh. du coup on gère nous-mêmes notre planning Ouais. et la dernière fois que j'avais mes règles, j'avais 2 séances de coaching. La seule chose que j'ai fait entre, c'était de dormir pour récupérer de l'énergie Mmh. et ben, ça, quand j'étais infirmière, c'était, Impossible. impossible. J'allais au boulot, je savais que je rentrerais et que ce serait compliqué sur la route et que j'allais, avoir du mal à tenir toute la journée, qu'après être allée au travail, je ne pouvais vraiment plus rien faire et ça m'arrivait même de me préparer mes repas à l'avance pour m'épargner, de l'énergie et du temps et je me souviens, bah, du coup, en plus, j'étais plus inflammée, j'avais moins la capacité de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi. Il y avait des fois, je me cachais pour me mettre accroupie derrière mon chariot, Mmh. parce que j'avais trop mal au ventre, quoi. Pour essayer de soulager un peu, Ouais, ouais. Est-ce que tu as l'impression que, tu arrives mieux à connecter à ton énergie féminine depuis que tu es à ton compte et où tu as un peu plus de flexibilité, à ce niveau-là? Parce que du coup, le fait, bah, de devoir tenir toute la journée et cetera, c'est une énergie au final qui est très masculine. Est-ce que tu vois une différence par rapport à ça, par rapport, au changement de statut ou de rythme?
Je dirais que j'essaye quand vraiment ça ne va pas, quand j'ai mes règles de ralentir. Après c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui programme, je suis quelqu'un, qui prend les choses comme elles viennent et je suis pas la personne la plus organisée en réalité. Donc quand elles viennent, je fais au mieux et il y a certaines choses que je repousse ou que je referai le lendemain et puis c'est pas grave, donc ça c'est très facile pour moi. Après, la difficulté que j'ai encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est que, être auto-entrepreneur, ça te pousse énormément dans ton yin et dans l'action et c'est sûr que des fois, je suis dans une espèce de toujours suractivité à: Mmh. «Il faut faire ci, il faut faire ça» et comme il y a toujours des projets, en fait, le travail, il est sans fin. Mmh. Et en gros, je vais m'arrêter quand je vois qu'au niveau du cycle féminin, bah, voilà, c'est compliqué ou que j'en peux plus et là, je vais pouvoir le faire. Mais c'est sûr que ça me vient pas encore instinctivement Ouais. complètement et que c'est du travail. Mais après, bon, voilà, on sait aussi que l'auto-entrepreneuriat, c'est pas de tout repos Mmh. et c'est OK, quoi. Sur le fait de passer du salariat à l'entrepreneuriat, quand on a préparé cette interview, tu m'as dit: «Moi, mais vraiment, remplir une fiche de congé aujourd'hui, mais ça me rendrait, enfin, ce serait compliqué». Elle passe par quoi ta liberté aujourd'hui? Elle passe par le fait de gérer complètement mon temps. C'est-à-dire que, dans mon passé d'infirmière, on ne choisissait que très peu de fois nos moments de vacances et puis, tu pas d'enfant, donc t'as pas juillet-août, t'as pas Noël. Mmh. Oui, tu fais la fête à Nouvel An, c'est sûr, mais du coup, j'avais l'impression de passer à côté d'énormément de moments de vie et puis, en plus, vu que je travaillais au Luxembourg, que je bossais souvent de nuit ou d'après-midi, j'étais pas là, 4 soirs par semaine, c'est quand même beaucoup. Ouais. Heu, Ça avait eu de l'impact, hein, sur mon ancienne relation quand, voilà, quand j'étais en couple, avant et je me souviens que, bah, voilà, je voulais poser des congés, on n'était jamais sûrs et j'adore ma liberté et c'était quand même assez compliqué tout ça et à l'heure d'aujourd'hui, je me pose plus la question. La seule Mmh. chose, c'est, moi, je veux juste être là pour mes coachés, je dégage du temps. Si j'ai envie d'aller au Mexique, si j'ai envie d'aller au Bali, si j'ai envie de repartir en Nouvelle-Zélande ou en Australie, hop, je le fais et je ne demande rien à personne. Mmh. Les séances, je les gère avec les coachés en direct. On trouve toujours un créneau quand il faut et elles ont un accès quotidien. Donc finalement, de leur répondre de n'importe où, ça me donne une liberté que j'aurais jamais imaginé pouvoir avoir et voilà, là, j'étais 2 mois à Bali, il y a un gros changement entre travailler, dans un hôpital au Luxembourg et répondre à des messages, avec ta noix de coco à côté et la vue sur l'océan, quoi. Mmh. C'est, voilà, c'était très dur de sortir heu, de ce contexte, en anglais ouais, je vais pas parler l'anglais, ça va pas être je perds mes mots en français, c'est terrible, c'est vraiment terrible et maintenant oui, je pour rien au monde, je ne pourrais pas, en fait, revenir en arrière. Je ne me vois pas réintégrer un hôpital, avoir cette hiérarchie Mmh. que je trouve totalement idiote où, les médecins sont entre les médecins, les infirmières entre femmes infirmières, aides-soignantes entre aides-soignantes et femmes de ménage et comme s'il y avait une valeur humaine, en fonction du degré de diplôme et ça m'est insupportable et des fois l'aspect condescendant que prennent certaines personnes qui se sentent supérieures aux autres quand ils parlent à quelqu'un qui a peut-être moins de diplôme qu'eux alors que bon voilà, ils sont peut-être grandis dans une, très belle famille aussi, où ils ont tous eu la capacité d'étudier comme ils voulaient, on ne sait pas, hein, Mmh. voilà. Ou peut-être qu'ils ont travaillé, mais peu importe la raison, c'était des choses qui m'insupportaient au travail. Et après, on va être aussi honnête, travailler dans des équipes de filles, c'était pas toujours évident. Mmh. Moi, j'adore la sororité, je suis très girl power, mais dès qu'il y a de la jalousie, ça me met très mal à l'aise et je suis très sensible. Donc quand les personnes ont une mauvaise vibration, Heu, à l'époque, tout du moins, j'avais beaucoup de mal à me protéger et ça avait un impact et je me sens bien mieux seule Mmh. et à choisir mon entourage, à le choisir, de manière consciente, pas quelqu'un qui va voler ton énergie, heu, qui va te tirer vers le bas ou les micro-jalousies ou les micro-compétitions, ce genre de choses, ça m'horripile. Pour être honnête, ça m'horripile. Donc voilà, pour tout ça, ça a complètement changé mon niveau de bien-être et mon niveau de bien-être. Mmh. Mmh. C'est vrai que moi, je me reconnais un peu parce que, du coup, moi, j'étais préparatrice à l'hôpital aussi avant d'être naturo à
à temps plein et c'est vrai que le travail d'équipe, moi, c'est vraiment une des choses qui m'a fait partir de l'hôpital, quoi. Je trouve que c'est sans dire, sans viser forcément individuellement les personnes parce que j'ai l'impression que c'est partout pareil. Enfin, quand je parle avec d'autres personnes qui font le même boulot que moi, dans d'autres hôpitaux, on retrouve la même ambiance. Donc je suis même pas sûre que ce soit l'individu en lui-même qui soit la problématique, mais je pense que, bon, bah, le milieu hospitalier avec le covid, en plus, il a pris quand même un sacré coup mais c'est vrai que c'est, travail d'équipe, enfin moi je trouve ça hyper complexe et vraiment, en fait, j'ai l'impression que tu es toujours un peu en phase d'adaptation, quoi. Tu dois t'adapter à ce que veulent, les collègues, à ce que veulent, la hiérarchie, à ce que veulent, les patients et tu es tout le temps là à essayer de composer avec tout le monde, sans essayer de toi, que ça vienne trop empiéter sur toi, tes propres limites et enfin moi, c'est quelque chose qui était très compliqué, quoi, hein. Ouais, c'est surtout à l'hôpital, comme tu dis, c'est, la hiérarchie pousse. C'est des métiers qui sont quand même fatigants. Mmh. On est quand même stressé. Le covid, voilà, Ouais, on l'a vécu, ça a ça a été été, chaud ça, hein. ouais, ça a été quand même, bien cata. Donc pour tout ça, je n'y reviendrai pas. Et en plus de ça, j'ai toujours eu une très mauvaise adaptation à l'autorité, notamment l'autorité que j'estimais être mal placée. C'est-à-dire que j'ai horreur des ordres juste pour avoir un 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 ascendant. un ascendant sur la Mmh. personne. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi je fais les choses et si je ne les comprenais pas, je ne les faisais pas. Et en plus, alors ça je l'ai appris avec la maturité, si je puis dire. J'ai un répondant assez sec et assez développé. Assez tranchant. Tu le sais du coup, vu qu'on se connaît. Et je savais pas forcément le maîtriser, au début et donc du coup la répartie sortait toute seule. Ce qui m'a pas toujours valu de m'entendre, avec, certains de mes supérieurs. Donc j'ai eu des supérieurs qui étaient exceptionnels, hein, ça je dis pas, j'ai eu des collègues exceptionnels. Mais voilà, dès que c'est des personnes qui ont un ascendant, c'est vrai que les choses avaient tendance à s'envenimer, Mmh. parce que j'acceptais pas, l'autorité pour l'autorité. Ouais. Et j'ai toujours besoin de faire les choses à ma sauce après il y a d'autres côtés plus compliqués, hein. C'est-à-dire que quand on travaille pour soi, on doit prendre la responsabilité de tout ce qu'on fait Pleine, oui. et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mmh. C'est que c'est de ta faute, hein, clairement. Je préfère prendre cette responsabilité. Ça me demande moins d'énergie plutôt que d'essayer de ravaler ma langue et de me dire: Ouais. «J'avais envie de lui dire ça». Et ça te permet aussi peut-être d'être plus toi-même, quoi. Ouais. Enfin, ouais, moi-même, je le vois, le fait d'être déjà, tu plus dans ce truc où effectivement, tu choisis tes collaborations, tu choisis avec qui tu travailles. Si vraiment tu le sens, tu peux même choisir tes clients, si tu sens que vraiment il y en a un, ça matche pas, quoi et ça, c'est vrai que ça fait que ça tu moins à t'adapter à tout le temps, Ouais, et ça, c'est un beau cadeau de l'entrepreneuriat parce que ça donne aussi cette liberté d'être soi, peut-être plus facilement que dans le salariat. entièrement. Je Mmh. suis entièrement d'accord, ouais. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça vient te challenger sur quoi d'autre, l'entrepreneuriat et qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu as identifié d'autres, alors plus et moins, c'est un peu, trop clivant, mais, est-ce que tu as repéré de cette expérience-là, des choses qui vraiment aujourd'hui étaient importantes, que l'entrepreneuriat t'apportait et d'autres qui étaient un peu plus challengeantes? Alors, en termes d'anxiété, c'est pas évident. C'est quelque chose que je travaille toujours à l'heure actuelle. J'ai toujours eu, et surtout au vu de mon passé, un besoin de stabilité financière Mmh. et heu et du coup, ça m'a valu d'accepter une complète instabilité pendant un certain moment et toujours à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si j'ai pas de coaché, ben, voilà, j'ai pas Mmh. d'argent. Et ça a été aussi, des nuits blanches, des nuits à brainstormer, à essayer de m'apaiser, et il y a une partie de moi qui me disait: «Mais si ça va pas, tu peux toujours retravailler en tant qu'infirmière» et l'autre partie qui me disait: «Ah non, 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 Mmh. je veux plus être infirmière». Donc pour ça, ouais, c'était assez compliqué. L'anxiété, j'y travaille toujours et là dernièrement, donc du coup, on avait l'appartement sur Montpellier, on l'a toujours et on a décidé de complètement le quitter parce qu'on va continuer à voyager et que finalement, ça nous coûte plus d'argent d'avoir, notre appartement, nos affaires à un endroit, plutôt que, de pouvoir bouger, constamment. Mmh. Et donc du coup, mon copain qui me disait: «Bon, on va rendre l'appartement». Puis, et je lui dis: «Ouais, il va falloir que je vende ma voiture aussi». Et là, je me suis dit: «Mais
plus de voiture, plus d'appartement et il y a quelque chose de dur là-dedans. Là, je sais que je vais vendre ma voiture, et j'adorais retrouver ma petite voiture. C'était un petit peu mon petit cocon si jamais il se passe quelque chose, il pleut ou quoi. Ta Ou si voiture. vraiment tu as un souci de logement un jour, on l'a fait en Australie, on dort dans la voiture. Voilà, mais là, c'était vraiment tout lâcher et ça me fait très peur et en même temps, je me rends compte que plus je lâche le matériel et mieux je me sens. Mmh. Voilà, j'étais à Bali, on a loué un scooter. C'était un scooter de location, c'était pas le plus beau des scooters, hein, c'est les scooters balinais et en fait, je me rends compte que je me sens beaucoup mieux comme ça parce que j'ai pas peur de l'abîmer, j'ai pas peur qu'on le touche, j'ai pas peur de me le faire voler et en réalité, je suis plus heureuse comme ça. Mmh. Mais lâcher prise à chaque fois, c'est toujours un travail. C'est Lâcher travail. prise, je pense que c'est le travail le plus dur à faire. Pour tout le monde, je pense, hein. Lâcher prise sur son ex, sur sa relation, sur le matériel, sur une façon dont on voulait, voir les choses. Sur l'hyper-contrôle aussi. C'est ça, c'est ça et l'anxiété, c'est de l'hyper-contrôle. On cogite pour trouver une solution à toutes les éventualités, tout ce qui Mmh. pourrait arriver, mais bon, voilà, forcément, ça n'a pas de résultat, voilà. Je l'ai apaisé pour ma relation, mais il y a encore un petit peu d'anxiété qui reste là sur le côté parce que c'est ma manière de faire donc voilà. C'est mon chemin, je suis en chemin, j'apprends, heu, mais le fait d'avoir apaisé mon anxiété relationnelle, c'est à peu près la même technique pour apaiser l'anxiété à côté. Donc voilà, j'utilise les mêmes techniques et ça s'apaise au fur et à mesure. Tu passes par quoi, du coup, pour l'apaiser, cette anxiété? Alors, apaiser l'anxiété quand on a un attachement anxieux, on va revoir tout le passé familial, tout le passé amoureux. On va voir vraiment la racine et on va discuter. En fait, c'est comme si, on voyageait dans une voiture et qu'on était au volant de cette voiture et qu'on voulait aller, à un point A. Donc nous, en tant qu'adultes conscients à notre âge, on est le conducteur de la voiture, mais dans la voiture, il y a la petite fille de 4 ans, qui n'a pas été cherchée à l'école, par exemple. Il y a celle de 12 ans qui a vu son amoureux embrasser la copine, parce qu'elle avait jamais osé dire qu'elle était amoureuse de lui. Il y a celle qui s'est fait tromper ou il y a celle qui s'est fait rejeter et toutes ces personnes-là, en fait, elles ont tellement peur qu'elles créent des dissonances de comportement et des protections qui ressortent et ça va créer de l'anxiété parce qu'on va vouloir, anticiper toutes les possibilités, d'avoir mal à nouveau dans une relation. Mmh. Donc on va retravailler sur ça, on va retravailler avec aussi de la régulation émotionnelle. On va ouais, on va retravailler aussi tout ce qui est, régulation émotionnelle. Donc j'ai un diplôme en neurosciences et là ça passe, par des audios, par des exercices à faire au quotidien pour pouvoir, s'apaiser parce que le but c'est de recréer une sécurité intérieure. Quand on n'est pas bien dans une relation, c'est qu'on attend beaucoup de l'autre et qu'on n'est pas sécure nous-mêmes. Quand on reste dans une relation toxique, Mmh. c'est parce qu'en fait, on se sent mieux avec la personne toxique que seul avec nous-mêmes et c'est pour ça qu'on n'a pas la capacité, au début pour s'en séparer et pour aller de l'avant. Donc ça passe vraiment par un travail, intérieur. Voilà. Aujourd'hui, toi, pour, toi, prendre soin de toi, ça passe par quoi? Alors, moi j'exprime beaucoup mes émotions par la danse. Quand ça va pas ou quand ça va bien ou quand j'ai besoin d'énergie ou même entre 2 coachings, je mets ma musique et je danse. Mmh. Alors si par exemple je suis un peu triste, ça va être une musique plus douce, si j'ai envie de gagner de l'énergie, ça va être une musique un peu plus rythmée. Sinon quand je vois que j'ai des émotions qui remontent, pareil, je reviens à la racine. Cet été par exemple, j'avais travaillé dans un cabinet infirmier. Alors, pour remettre le contexte, quand on est infirmière libérale remplaçante, c'est très facile de trouver des remplacements l'été, mais c'est plus compliqué l'hiver parce que les filles veulent toutes se faire remplacer l'été, mais après elles veulent continuer à avoir Un un bon rythme, revenu ouais. l'hiver. Mmh. Et j'étais tombée sur une infirmière qui m'avait demandé de travailler pour elle pour du long terme et en réalité, c'était un mensonge, elle avait besoin que pour juillet-août. Et à partir du moment où, le planning d'août est sorti, elle a complètement changé de comportement avec moi et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte parce qu'en plus je me suis dit: «Bon, ça fait 2 ans que tu as pas travaillé en France. Est-ce que tu as tout fait correctement? Est-ce que tu as rien oublié?» Et puis elle a commencé à me dire des choses comme, «Oui, les patients se plaignent de toi». Je dis: «Ah bon? Qui?» Elle me fait: «Ah qu'une patiente, qu'est-ce qui se passe?» «Elle trouve que tu lui frottes pas assez fort le dos». Je dis: «Ah OK,
qu'elle pouvait me le dire, j'aurais fait plus fort, enfin voilà. Et je me suis rendu compte le matin en y allant que j'étais énervée et je comprenais pas pourquoi et c'est pas du tout dans ma personnalité. Alors soit je suis plutôt introvertie ou voilà, mais je suis toujours plutôt souriante. Je vais avoir besoin de mes moments tranquilles. Soit je suis très souriante et très joviale et très extravertie, mais la colère, c'est pas une émotion qui vient naturellement. Mmh. Je vais pouvoir être plus triste, mais pas la colère. Et là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en colère comme ça?» Et sur le coup, je me suis rendu compte de toutes les petits pics qu'elle a envoyés Les pour microagressions? justifier qu'elle me reprendrait pas en septembre. Et donc là, à chaque fois, voilà, qu'il y a des émotions qui viennent intensément, je reviens à la source. Quand avec mon copain, il y a des fois, il y a des petites mésententes, ce qui est normal, hein. S'il y a pas de mésentente dans un couple, c'est que forcément quelqu'un s'efface. Mmh. Je reviens: «OK, qu'est-ce qui se passe?» En réalité, par exemple, je dis une bêtise, il a encore laissé la cuisine, sale, ça m'énerve. En fait, c'est pas vraiment qu'il laisse la cuisine sale, c'est parce que je lui ai dit plusieurs fois et que je me suis pas sentie vue ni respectée ou je me dis qu'il m'aime pas assez pour, écouter ou que voilà. Donc je reviens à la source et là, du coup, j'en discute différemment ou je mets d'autres actions Mmh. en place. Et ça, tu arrives, de toi-même à les comprendre vraiment, cette racine ou ça passe, par des questions précises, des outils particuliers, de toi à toi? Parce que c'est pas toujours évident, tu vois, de réussir à mettre en lumière, qu'est-ce que ça vient piquer, réellement? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je le fais de moi à moi. Quand il a fallu apaiser, mon attachement anxieux et son attachement évitant, j'ai utilisé des exercices. Dans un premier temps et après une fois qu'on a fait les exercices, je pense que le cerveau l'intègre et c'est quelque chose qui se fait relativement naturellement et puis bon, maintenant c'est mon métier donc ça va c'est très facile de me dire: «OK, là il y a un truc qui m'énerve. Pourquoi? Mmh. Qu'est-ce qui se joue en moi?» et de l'apporter aussi de la bonne manière dans ton couple. Donc voilà, on fait au mieux. Après c'est sûr que bon voilà, quand j'ai mes règles, je suis peut-être plus fatiguée et je vais lui dire: «Oh, tu pas sorti la poubelle», alors que j'aurais pu lui poser la question différemment. Mais voilà, personne n'est parfait et ça me permet aussi de bien comprendre mes patients. Donc voilà, mais je reviens toujours à moi et ça se fait assez facilement, maintenant. Mmh. Ça se fait, voilà. Tu me demandes de faire quelque chose en informatique, ça va être très compliqué. Tu vas me demander de comprendre tout ce qui est émotion et relationnel, Allez. voilà, je suis naturellement plus douée, pour ça que pour, l'organisation, par exemple. Je repars un peu sur le côté réseaux sociaux parce que du coup, en 1 an, tu as pris 25 000 abonnés et tu avais pas de alors tu avais un compte avant perso mais, tu avais pas forcément, tu t'étais jamais trop exposée sur les réseaux avant ce compte-là? Non, j'avais un compte perso qui était exclusivement, mes photos de voyage et ce que j'aimais partager, pas spécialement bien prise parce que je ne suis pas photographe, avec, mes amis, les gens que je rencontrais en voyage, Mmh. donc c'était tout. Donc non, j'ai vraiment commencé mon compte, de zéro. Parce que c'est, souvent, une des choses qui fait le plus peur quand on doit, communiquer sur les réseaux sociaux et cetera, c'est d'un coup ce passage de se mettre en lumière, de se montrer. Comment tu l'as vécu toi ça? Alors, je pense que le fait déjà d'être partie en Australie, ça m'a beaucoup aidée. Parce que, ce qui m'aurait fait le plus peur à la base, c'était les gens qui me connaissaient déjà. C'est ceux qui t'avaient collé l'étiquette, Ouais. «Tu es infirmière et tu ne seras pas quelque chose d'autre», Mmh. ou voilà. Ouais, c'était vraiment les proches et le fait de partir en Australie, on se, «désolidarise» entre guillemets, d'une partie de notre vie. Il y a vraiment eu un avant-après et vu qu'en fait, ils ne sont plus là dans notre quotidien, c'est une partie qui, au fur et à mesure, s'efface. Donc forcément, j'ai gardé, mes amis les plus proches et ma famille. Mais ça commence à avoir déjà beaucoup moins d'importance et c'est comme si, on était tellement loin qu'ils pouvaient plus nous toucher, en réalité. Donc j'avoue que ça m'a d'abord aidée et Mmh. après ça a été un travail parce qu'au début, quand j'ai commencé sur les réseaux, j'ai, bloqué les personnes, dont je n'avais pas envie qu'ils voient le compte. Ouais. Je me suis dit: «Ce serait plus facile pour moi». Donc je veux vraiment commencer sur une page blanche. Il y avait, que mes amis. Puis après je me suis dit: «Écoute, tu t'en fous, tu t'en fous, de toute façon, en réalité,
qui s'intéresse vraiment à ce que tu fais. Mmh. Les gens ont leur propre vie, Ouais, ils c'est ont leurs sûr. propres problèmes, ils ont pas que ça à faire et honnêtement, les gens qui critiquent sur Instagram ou les haters, on voit bien que c'est des personnes qui doivent être aidées en réalité. Tu sens bien qu'il y a un côté psy, derrière et ça me fait même pas mal en fait. Je me dis: «Ah ben mince le pauvre». C'est le truc, c'est que c'est vrai que tu es exposé donc forcément il y a toute cette partie de la population qui va pouvoir, commenter, t'atteindre et cetera. Mais voilà, ça m'a pas du tout, du coup ça m'impacte plus du tout et j'en suis vraiment arrivée à un stade où, je m'en fiche complètement de ce qu'on pense à partir du moment où, mes vidéos parlent à ma cible et que ça peut les aider. Si c'est un contenu clivant, tant pis. Mmh. Hem et c'est pas grave et honnêtement, les haters, c'est très bien parce que dès que j'ai eu des haters qui venaient commenter, ça fait monter ton algorithme, j'ai plus de clients donc venez. Un autre, sujet quand on commence à prendre un peu de lumière sur les réseaux sociaux, c'est, la concurrence et comment certaines personnes peuvent reprendre un petit peu tes contenus et cetera. Comment ça se passe toi par rapport à ça de ton côté? Alors j'ai eu des gros soucis de plagiat, notamment, j'ai écrit certains poèmes, donc les poèmes, c'était mes posts qui fonctionnaient quand même le plus, Mmh. qui ont été repris à la virgule près par des comptes comme, Femme Fatale ou ce alors il y a une alors je veux pas qu'il y ait une erreur parce qu'il y a un compte qui est très bien, elle ne m'a jamais plagié, c'est une jeune fille qui s'appelle Juliette qui travaille sur l'énergie noire, c'est pas elle du tout. Mmh. C'est des comptes faceless, qui reprennent mes contenus. Puis en plus, vu qu'ils avaient déjà 300 000 abonnés, bah, forcément, mon propre contenu a fait plus de vues, donc leur a rapporté plus de clients, Mmh. heu, qu'à moi. Donc ça, c'était assez compliqué. Je l'ai dénoncé, Instagram l'a retiré. Mais maintenant, du coup, je fais très attention et c'est vrai que, ben, pour être honnête, pour protéger mon contenu, la plupart du temps, ce que je fais, c'est quand je vois que, il y a des love coach qui regardent trop insistement mon compte et qu'ils ont exactement la même niche, Mmh. ben, je bloque. Ouais. Je bloque pour arrêter d'être plagiée à un certain moment et là, le contenu de la formule, ce sera un contenu hybride, donc il y aura et du coaching et la formule, mais il y aura pas un accès, simplement, Au contenu, vidéo ou, que voilà. tu peux faire tout seul quoi. Voilà, alors bien entendu parce que je pense qu'on a quoi qu'il arrive besoin d'un accompagnement, surtout que je suis quand même pas mal de femmes qui ont vécu abandon, rejet, Mmh. trahison donc voilà, c'est pas Sujet juste en fort, regardant ouais. des vidéos. Les vidéos, ça m'aide pour tout ce qui est, valeurs que je répète, mais il y a quand même tout un version personnalisé et en plus de ça, ça fait un tri sur les personnes qui viennent acheter ton contenu pour réécrire exactement ce que tu as fait et le vendre à leur tour. Mmh. Donc Si demain tu avais en face de toi quelqu'un qui te plagie, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? que je sais pas ce que j'aimerais lui dire, en fait. J'aimerais ne pas lui parler, mais je comprends pas, en fait, comment on peut plagier parce qu'on s'inspire tous les uns des Mmh. autres, hein. Bien sûr. Moi aussi, je m'inspire sur Instagram, je reste au courant de ce qui se passe, même ne serait-ce que pour apprendre, c'est-à-dire je vois quelque chose de nouveau, je vais m'y intéresser pour apprendre et pour l'implémenter dans mon coaching, donc ça, c'est normal. Ce qui me pèse vraiment, c'est le manque de personnalité. C'est-à-dire que finalement, je vois bien que les comptes qui m'ont plagié, c'est des personnes, heu, qui vont simplement prendre les meilleurs posts de chacun, les refaire, qui vendent, des formules et là alors j'ai une coachée qui l'a fait, qui m'a envoyé ce qu'il y avait à l'intérieur Mmh. et là, en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'ils utilisaient les gens à un moment où ils étaient pas bien, à un moment où ils étaient vulnérables, Mmh. pour leur vendre un truc qui a été complètement écrit par ChatGPT. Ou alors c'est des fais revenir ton ex, en un SMS, en 2 semaines, alors qu'on n'a aucun contrôle sur la Ouais. personne en face et des fois je me dis: «Mais» alors ça, ce sont mes croyances, «mais quel karma tu vas avoir en faisant des choses comme ça et comment tu peux te regarder dans la glace en disant que tu prends l'argent de certaines personnes qui vont se dire: "Je vais investir en moi, je vais me faire ce cadeau" et que tu vas leur donner, du vide». Ouais. Donc ça je comprends, ouais, je comprends vraiment pas. Mmh. J'espère que j'irai pas leur dire parce que bon, j'irai pas dépenser mon énergie là-dedans. Oui, bien sûr. Mais si elles entendent ce podcast et qu'elles se remettent en question, ça sera très bien aussi. Merci Déborah pour tous tes partages. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram,
très simple, Déborah Love Coach, Déborah avec un H. Ouais. Voilà, je suis allée au plus simple pour être retrouvée le plus facilement. Ton site internet est en ligne et accessible ou pas encore? Pas encore. OK. Ce sera sûr cet été. J'ai mon chéri qui m'a bien construit le site internet. On est encore en train de le peaufiner. Il y aura des vidéos, il y aura des audios, il y aura des formules, il y aura aussi une communauté à l'intérieur parce que les filles me l'avaient demandé pour qu'elles puissent échanger entre elles. Et je trouve que c'est toujours top de pouvoir se soutenir, surtout quand on essaie de se détacher ou quand on essaie de rencontrer quelqu'un, de pas se dire qu'on est seul parce que bien souvent, en fait, on a l'impression d'être la seule célibataire du groupe. On arrive à Noël et on se dit, bah alors, il est où ton +1 ou alors qu'on est en pleine déprime et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec nous et finalement de se rendre compte qu'on est loin d'être seul. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est quoi pour toi ta définition de la performance? La performance, ce serait se surpasser. C'est-à-dire, performer pour moi, c'est, absolument pas se mettre en comparaison avec quelqu'un, mais c'est même plus au jour le jour. C'est-à-dire, faire seulement 2 coachings, mais avoir ses règles, pour moi, c'est une performance. Comme on discutait au début, voilà. C'est vraiment, c'est un rapport à soi, avant tout. Et j'ai une dernière question. Qui c'est que tu aimerais bien entendre sur ce podcast? Alors, j'espère que je vais pas écorcher son nom. C'est une jeune femme qui est love coach aussi. Elle s'appelle Clémence Dutheil, je crois. Et j'adore la suivre parce qu'elle va vraiment au fond des choses. Et elle a sa propre vision. Et c'est pas un simple compte de love coaching en disant les 3 erreurs à ne pas faire avec une personne évitante. Elle va aussi regarder dans les traumas. Elle est très ouverte à tout ce qui est énergie féminine. Il y a pas mal de spiritualité aussi dedans. Et j'aime beaucoup le combo, ça me parle beaucoup parce que c'est mon univers aussi. Alors moi il y a mon passé d'infirmière et les neurosciences qui penchent. J'aime beaucoup la spiritualité, je l'apporte un peu moins dans mes coachings, mais je le pratique quand même au quotidien. Donc voilà, et son compte me plaît vraiment beaucoup. Je sais que je parle pour la concurrence, mais Ouais, j'avoue, c'est beau de faire ça. mais voilà. Sororité, pour le coup, elle est très douée. Et il y a de la place pour toutes, finalement. Merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Et à tout bientôt. À tout bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au-delà des performances. J'espère que cette conversation vous a inspiré et donné des clés pour intégrer davantage de bien-être dans votre quotidien. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, cela m'aide beaucoup à faire grandir ce projet. Pour continuer la discussion ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouvez-moi sur Instagram ou LinkedIn où je partage régulièrement des conseils et des inspirations autour du bien-être et de la performance. Encore merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à bientôt!